Bonjour à tous, Natacha Bialek et bonjour à toutes et à tous, Nathalie Spels. Donc on va vous parler aujourd'hui des droits fondamentaux des personnes au sein du RGPD. Cette thématique a donc été un petit peu abordée par nos confrères, mais on va essayer d'être assez bref et de revenir sur la plupart de ces droits en vous donnant quelques actualités jurisprudentielles. Donc tout d'abord, on avait prévu de vous faire une genèse des droits des personnes. Ça sera très bref, on ne va pas vous refaire l'historique. Simplement attirer votre attention sur le fait que l'évolution législative vient à la fois pallier et satisfaire des contestations sociétales. Ça a pu être le cas de la loi 78 à l'époque, qui a été adoptée en réaction à une contestation populaire d'un projet gouvernemental qui visait à instaurer une interopérabilité des fichiers administratifs et donc favoriser la collecte et le croisement de données des citoyens français. Et à l'époque, c'était officiellement, c'était prévu pour faire des statistiques, mais on imagine les dérives que cela pouvait avoir. Donc, il y a une vive réaction de la population. Et donc, cette loi a été adoptée et a permis de cadrer le traitement des données. Ensuite, s'en sont suivies plusieurs lois. Je reviendrai simplement, avant que ma consoeur s'attarde sur le RGPD, sur la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire, puisque c'est cette loi, finalement, qui est venue un petit peu mettre à jour la loi informatique et liberté, qui était devenue un petit peu obsolète au vu des évolutions technologiques, et qui est venue consacrer déjà des premiers droits des personnes concernées. Donc, on a eu notamment le droit d'opposition et le droit à l'oubli numérique et le droit également pour les mineurs. Voilà, je vous laisse la parole, consoeur, sur le RGPD. Voilà, la dimension, effectivement, a pris plus de hauteur au plan européen avec ce fameux règlement. Donc, avec le fameux RGPD, du 26 avril 2016, qui, comme vous le savez toutes et tous, est entré en vigueur le 25 mai 2018 et avec lequel on est entré dans une nouvelle ère de la protection des données personnelles et de la vie privée. Alors, le RGPD, comme il a déjà été indiqué, est un règlement, mais est un règlement en caractère hybride. Donc, j'ai appris un nouveau mot, une régletive, donc, comme cela a déjà été dit, puisqu'il comportait pas moins de 57 mentions ou renvois, des marges de manœuvre, comme on a indiqué, renvoient aux droits des États membres, ce qui a rendu nécessaire l'adoption d'une loi pour mettre en conformité et adapter notre loi informatique et liberté au nouveau cadre réglementaire, cadre juridique européen et permettre la mise en œuvre concrète du RGPD. Et donc, ça a été la loi du 20 juin 2018. Donc, notre sujet aujourd'hui est de vous parler plus précisément du droit des personnes dans le cadre du RGPD. Les droits des personnes, comme il a déjà été évoqué, figurent au centre du texte, parce que ça a été l'un des principaux objectifs de la réforme, de renforcer le droit des personnes et de redonner la maîtrise de l'individu sur ces données, dans un environnement numérique qui a été de plus en plus présent et complexe, avec l'émergence et le développement toutes ces dernières années, notamment des réseaux sociaux et de l'Internet des objets. Il est d'ailleurs significatif de constater que le premier considérant du règlement rappelle d'emblée le fait que le droit de toute personne de voir ses données à caractère personnel protégées est un droit fondamental et qu'il se réfère notamment expressément à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Le considérant 4 du RGPD, quant à lui, indique que le RGPD respecte tous les droits fondamentaux et que si certes le droit à la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental, il n'est pas absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec l'ensemble des autres droits fondamentaux prévus par les textes, conformément au principe de proportionnalité et notamment en particulier le respect de la vie privée et le respect de la liberté d'expression et d'information. Et nous allons revenir sur ces sujets ultérieurement. Donc l'un des objectifs phares du RGPD, effectivement, c'est le renforcement des droits des personnes concernées, puisque c'était l'élément central, avec la sécurité évidemment, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, les droits des personnes
bien finalement, c'est le pendant des obligations du responsable de traitement. Et à l'instar des obligations du responsable de traitement, eh bien finalement, ces droits, ils sont pour certains, ils préexistaient et ils ont été maintenus en l'état. Pour d'autres, ces droits ont été renforcés parce que les évolutions technologiques l'exigeaient pour finalement être toujours plus protecteurs et parce que les besoins sociétaux et les exigences des personnes concernées l'exigeaient. Et enfin, de nouveaux droits, à l'instar des obligations, ont été consacrés. Il y a donc un certain nombre de droits qui sont cités, qui est cité donc au sein du RGPD. Certains font l'objet d'un article, d'autres apparaissent simplement en citation. Compte tenu du temps qui nous est imparti, on va revenir très rapidement sur la plupart d'entre eux. C'est très frustrant pour nous parce qu'on aurait aimé finalement passer la journée dessus, mais on ne peut pas. On va essayer de vous citer l'essentiel, à savoir les actualités lorsqu'il y en a. Et puis simplement revenir sur les notions. Et on fera 2 focus sur certains de ces droits à la fin de notre intervention. Donc, on a repris quelques illustrations de la FCDP. Oui, qui sont humoristiques et bien sympathiques. Le premier droit donc, concerne le droit à l'information donc, qui est consacré aux articles 13 et 14 du RGPD. Alors, qui est-ce que ça concerne ? Finalement, ce droit concerne les personnes concernées, évidemment, et est à la charge du responsable de traitement. Lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée, on va parler de collecte directe. Et lorsqu'elles sont collectées auprès d'un tiers, on parlera de collecte indirecte. Dans ces 2 cas, le droit à l'information de la personne concernée existe. Et il doit être... donc, sous quelle forme doit-il être délivré ? Il doit être délivré sous forme écrite, concise, lisible et aisément accessible, et de manière claire, précise et simple. Et la question, c'est quand est-ce qu'on doit effectuer cette information ? En cas de collecte directe, évidemment, au moment de la collecte des données, et en cas de collecte indirecte, dès que cela est possible, lors du premier contact avec la personne, par exemple, ou au plus tard dans le délai d'1 mois. En tout état de cause, il est impératif de réinformer les personnes concernées lorsqu'on a une modification du traitement, et notamment une modification de la finalité du traitement. On a le cas particulier de la violation des données qui a été abordé précédemment, lorsque, en fait, il faudra apprécier le risque qui est engendré par cette violation pour savoir quel type d'information on doit faire. S'il y a pas de risque, on l'inscrit simplement sur le registre interne. S'il y a un risque classique, on informe la CNIL dans les 72 heures. Et si on a un risque élevé pour les personnes concernées du fait de cette violation, on doit prévenir également, en plus de la CNIL, les personnes concernées. Donc, sous quelle forme doit-on réaliser cette information ? Il y a autant finalement de formes que de types de traitement. Là, on vous a mis la plus classique qui est celle d'un formulaire de collecte qui apparaîtrait sur un site internet. Donc, c'est le modèle qui est présent sur le site de la CNIL. Il reprend un certain nombre d'informations qui vous ont déjà été listées tout à l'heure, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes pratiques, ces mentions d'information qui sont très imposantes, et nous, on rencontre certaines fois certains clients qui nous disent « mais attendez, ça va me prendre une demi-page sous mon formulaire de collecte, comment je fais ?» Et dans ce cas-là, la CNIL nous autorise effectivement à le faire en 2 temps, en mettant un certain nombre d'informations les plus importantes, donc le responsable de traitement, la finalité du traitement, et de renvoyer pour les autres un document secondaire comme une politique de confidentialité. On a une actualité récente sur la nécessité finalement d'informer les personnes. C'est donc la CNIL qui a condamné en 2022 la société EDF en ce que sa politique de données personnelles sur son site justement était imprécise et ne faisait pas état des bases légales
pour l'ensemble des traitements réalisés. Donc on a dit une base légale par traitement et par finalité. Elle était imprécise également sur les durées de conservation. Et lorsqu'elle collectait qu'elle contactait les personnes concernées, cette collecte de données était issue d'une collecte indirecte puisqu'elle avait récupéré la société les données d'un tiers. Elle était censée l'informer lors du premier contact et elle ne le faisait pas. Et donc, il y avait une imprécision et la CNIL a condamné et a considéré que le manquement était caractérisé et que les informations n'étaient pas de nature à garantir un traitement équitable et transparent quant aux données qui étaient traitées. On voit donc que les mentions d'information, finalement, sont le pendant de la transparence du traitement. Alors, le premier droit que va pouvoir exercer la personne concernée est le droit d'accès. Donc, il a déjà effectivement été évoqué rapidement par Madame la bâtonnière tout à l'heure. Donc, je ne vais pas me répéter. Je vais préciser que ce droit d'accès est un droit très important parce qu'il est nécessaire à la personne concernée d'avoir accès à ces données pour pouvoir ensuite exercer aussi d'autres droits dont elle va disposer, autres droits qui sont évoqués par la suite. Il est prévu par l'article 15 du RGPD. Effectivement, j'avais évidemment aussi relevé l'arrêt très récent de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 janvier 2023. Je préciserai qu'effectivement la Cour a décidé que c'est à la demande, donc vraiment à la demande de la personne concernée, que le responsable de traitement sera obligé de fournir l'identité précise des destinataires. Donc, pour la personne concernée, il est important de bien formuler ou de savoir à quelles données exactement elle veut pouvoir accéder, parce que si elle ne demande pas, le responsable de traitement ne sera pas obligé, évidemment, de lui fournir cette identité précise. Concernant les exceptions, je relèverai effectivement que s'agissant de l'exception qui dit que lorsqu'il n'est pas possible d'identifier les destinataires, on n'est pas obligé de les communiquer. Quelque part, ça peut apparaître un peu surprenant, puisque normalement, le responsable de traitement, il doit connaître les destinataires à qui il va communiquer les données qui doivent être prises dans le registre. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend peut-être pas forcément très bien cette première exception. Quant à la seconde, sur la demande manifestement infondée ou excessive, a priori, elle ne concernerait qu'une minorité de demandes. Alors, il y a une différence, c'est ce que j'ai indiqué, c'est que on vous a parlé donc des mentions d'information requises dans la politique de confidentialité ou des mentions d'information requises en application des articles 13 et 14. Ici, on est dans le cas de l'article 15, et donc la situation va être différente. C'est-à-dire que dans le cas des articles 13-14, donc la politique de confidentialité, le responsable de traitement, c'est lui qui va pouvoir décider quelle est la granularité de l'information qu'il va fournir et ce qu'il va détailler les destinataires précisément ou pas. En général, il ne va pas le faire, notamment pour pas que les concurrents puissent voir certains destinataires, etc. Dans le cas de l'article 15, comme il s'agit d'un droit de la personne concernée, c'est vraiment à cette personne, à cette dernière, de décider quelles sont les informations auxquelles elle voudra avoir accès. Et cette décision de la Cour de justice peut être rapprochée d'une décision du Conseil d'État français du 24 février 2022, dans laquelle il s'agissait d'une demande, une personne avait exercé son droit d'accès et demandait d'avoir accès à la communication des journaux de connexion afin de pouvoir identifier précisément les agents du bureau d'aide juridictionnelle qui a eu accès à ces données d'allocataires de la CAF. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et le Conseil d'État va dire que l'article 15 n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la personne concernée dans le cas du droit d'accès de connaître l'identité précise des agents publics ou des salariés qui auront eu concrètement accès à ces données à caractère personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou du service qui, lui, est destinataire des données. Car sinon, si on communiquait ces données, il y aurait atteinte aux droits et libertés des agents ou salariés en cause. Donc, le droit à la rectification qui est consacré à l'article 16 du RGPD, comme son nom l'indique, c'est le droit de faire rectifier, compléter et actualiser des données que l'on estime incorrectes ou inexactes nous concernant. Pas grand-chose à dire sur ce droit. Il est soumis à condition, une précision. Donc, évidemment, il faut rapporter la preuve de l'inexactitude des données. Et surtout, il faut effectivement rapporter la preuve de son identité. Là-dessus, sur cette notion, on a des précisions jurisprudentielles qui nous indiquent que le responsable de traitement ne doit pas systématiquement collecter la pièce d'identité du demandeur, ce qui ralentirait un petit peu le process. S'il est en mesure de connaître son identité, il ne devra pas le faire. Il ne doit le faire que s'il a un doute raisonnable sur l'identité de cette personne.
Ce droit, effectivement, ne s'applique pas pour certains types de données, comme les données journalistiques, littéraires ou artistiques, et évidemment, lorsque le traitement porte sur certains fichiers de police ou bancaires. Dans ce cas-là, on peut, si vraiment on souhaite voir modifier ces données, on peut passer par l'intermédiaire de la CNIL qui réalisera les démarches à notre place et ça permettra de préserver la confidentialité de ces données. Le droit à la limitation du traitement, pareil, j'en parlerai rapidement. Alors, le droit à la limitation du traitement, souvent, il est méconnu. En réalité, pour faire simple, c'est lorsqu'on exerce une demande d'accès ou d'opposition. Le temps que soit instruite la demande, on va demander à ce que le traitement soit limité, c'est-à-dire on demande à ce que nos données soient gelées, en quelque sorte. Le responsable de traitement doit conserver nos données. Il n'a plus le droit de les utiliser, mais il ne doit pas les effacer. Alors ça sert évidemment le temps de l'instruction d'une demande, comme je disais, d'un droit d'opposition ou d'un droit d'accès, mais ça sert aussi quand on a besoin de conserver des preuves en tant que personne et finalement qu'on ne souhaite pas que le responsable de traitement efface nos données et qu'il les conserve. La CNIL cite un certain nombre d'exemples et notamment lorsqu'une photo préjudicieuse sur nous est publiée sur un réseau social, le temps que soit instruite notre demande, eh bien on va demander au responsable de traitement de geler entre guillemets notre photo, c'est-à-dire de la retirer, mais de ne pas l'effacer, de la conserver parce qu'on en aura besoin nous par la suite à titre de preuve pour notre action. Alors, le droit à la portabilité des données, qui a été déjà cité ce matin et qui est un nouveau droit consacré par le RGPD. Alors, il avait été initialement introduit en France par la loi Le Maire d'octobre 2016. Il était formulé de manière plus étendue car il ne concernait pas uniquement les données personnelles. Il est d'ailleurs prévu dans le Code de la consommation et non dans la loi informatique et liberté. Mais il n'a connu qu'une application éphémère puisqu'il était prévu qu'il entre en vigueur en même temps que le RGPD et qu'il a tout de suite été abrogé par la loi du 20 juin 2018. Donc aujourd'hui, c'est l'article 20 du RGPD qui prévoit le droit à la portabilité. Donc droit nouveau qui participe à l'idée donc, du RGPD de permettre aux personnes concernées d'avoir une meilleure maîtrise sur leurs données personnelles. Il va permettre à la personne concernée de récupérer auprès d'un responsable de traitement et d'avoir accès à l'ensemble des données, mais certaines données traitées par ce responsable de traitement sous un format numérique interopérable et de porter, d'où le nom, de porter ces données vers un autre responsable de traitement. Alors ce droit, il s'applique uniquement pour les traitements qui seront fondés sur les bases légales du consentement de la personne ou sur le contrat. Ne peut être mis en œuvre que s'il s'agit d'un traitement automatisé de données, car n'oublions pas que le RGPD s'applique également au traitement données papier. Et il s'applique uniquement aux données qui auront été fournies aux responsables de traitement directement. Alors, par exemple, les données déclarées que vous déclarez lorsque vous ouvrez un compte en ligne d'utilisateur ou de client, et également les données que vous générez, que la personne concernée va générer par son activité. Par exemple, les achats enregistrés sur une carte de fidélité, les données enregistrées par une montre connectée, ou encore les listes de lecture sur une plateforme musicale. Et donc, l'objectif du droit à la portabilité, c'est de faciliter à la personne concernée de pouvoir changer de prestataire. Par exemple, si vous voulez changer d'une plateforme musicale à une autre, vous pourrez récupérer vos listes musicales et les mettre sur l'autre plateforme. Et évidemment, si vous avez, ça c'est valable aussi pour tous les droits, si vous n'avez pas de réponse satisfaisante dans le délai imparti, vous pouvez évidemment saisir la CNIL ensuite. Je passe. Oui. Ensuite, on voulait vous parler également du droit de définir des directives post-mortem, bien que, en toute rigueur, donc, ce ne soit pas un droit prévu par le RGPD. Aujourd'hui, nous tous et les individus produisent de plus en plus de données de manière exponentielle dans le cadre de leur vie numérique. Et il se pose la question cruciale, qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir avec le vieillissement des jeunes générations qui sont ultra connectées et qui produisent encore plus de données que les générations précédentes. Question cruciale du devenir de toutes ces données après le décès des personnes concernées. Donc on parle de la mort numérique. Selon la CNIL, chaque jour, 8000 personnes inscrites sur Facebook décèdent. Et selon une étude statistique qui avait été réalisée par l'Université d'Oxford sur base des données de 2018, en 2070, il y aura plus de morts sur Facebook que de vivants.
Donc la question est quand même très importante et très intéressante. Et c'est vrai que quand on s'y plonge, on pourrait passer beaucoup de temps dessus, tant que je n'ai pas. Donc pour vous dire que le RGPD prévoit expressément dans son considérant 27 qu'il ne s'applique pas aux données personnelles de personnes décédées, mais il permet aux États membres de prendre des règles relatives au traitement de telles données, ce qui est le cas en France, puisque dès la loi Le Maire de 2016 a été introduit dans le droit français, dans la loi informatique et liberté, donc aujourd'hui à l'article 85, la possibilité pour les personnes concernées de prendre de leur vivant, pas forcément de leur vivant, des directives qui régiront, d'organiser les conditions de conservation, d'effacement et de la communication de leurs données à leur décès. Alors ces directives peuvent être générales ou particulières, je n'entre pas dans le détail. On peut désigner une personne qui sera en charge de mettre en œuvre ces directives, et si ce n'est pas le cas, les héritiers pourront les exercer. L'article 85 prévoit également, alors que tous les droits dont on vous parle, les droits d'accès, de rectification, de modification, etc., tous ces droits, normalement, s'éteignent au décès de la personne. Et l'article 85.2 prévoit même en l'absence de directive, les héritiers pourront exercer certains de ces droits, mais à des fins bien spécifiques d'organisation et de règlement de la succession du défunt, et qui pourront aussi demander à des responsables de traitement de prendre en compte le décès de la personne, et notamment auprès des réseaux sociaux, de demander la clôture du compte. Mais ils n'auront pas accès aux données, pas accès aux photos, pas accès aux messages. À défaut de directive, il n'y a aucun accès qui sera possible aux données elles-mêmes. Il y a également une obligation pour les prestataires de services, donc les réseaux sociaux, d'informer l'utilisateur de ses droits et de savoir de ce qu'il adviendra de leur donner à leur décès, pour que la personne puisse en connaissance de cause éventuellement prendre les directives. Voilà. Et vous avez 2 arrêts du Conseil d'État auxquels vous pouvez vous référer si le sujet vous intéresse. Le droit d'opposition, donc ce droit, il est effectivement souvent cité, il est prévu à l'article 21. Donc, comme il l'indique, c'est la possibilité de s'opposer au traitement des données nous concernant lorsque des raisons tiennent à une situation particulière. Il prend toute sa dimension dans la prospection commerciale, ce droit d'opposition, puisque finalement c'est là qu'on le retrouve principalement, même s'il y a d'autres cas d'application. Et quand on en a marre de se faire harceler par des emailings en tout genre, effectivement, on a la possibilité, et ça doit être indiqué dans les mentions d'information, de s'opposer à ce traitement et donc à recevoir ces prospections, ces sollicitations commerciales. Et cette opposition, elle peut être faite à tout moment et sans motif, surtout. Le responsable... Alors là, excusez-moi, il y a une faute au début que j'ai corrigée sur mon support, mais c'est bien la possibilité de s'opposer, et c'est pas uniquement lorsque le traitement est nécessaire, c'est sauf lorsque le traitement est nécessaire pour une mission d'intérêt public. Donc effectivement, je vous ai listé un certain nombre de limites. On se doute bien, et ça va du bon sens, que lorsque on a besoin de réaliser le traitement pour les besoins vitaux de la personne, enfin pour la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ou pour réaliser une obligation légale, ou encore exécuter un contrat, ou que des motifs légitimes et impérieux peuvent être avancés, on se doute bien que ce droit d'opposition ne trouve pas à s'appliquer. On a un exemple jurisprudentiel récent, donc de la CNIL, c'est pour ça qu'on vous l'a cité, qui concernait la société EDF. Donc très rapidement, c'était un monsieur qui qui faisait opposition au traitement des données personnelles de son fils mineur auprès de la société EDF. Cette demande avait a priori été prise en considération, mais elle a recommencé. La sollicitation commerciale a recommencé. Et donc, on nous indique que le conseiller avait bien procédé à l'effacement des données, mais qu'il n'avait pas, lorsque le plaignant l'a contacté par téléphone, mais qu'il n'avait pas complètement suivi la procédure d'opposition, puisque en réalité, il avait simplement effacé les données, mais il n'avait pas noté la volonté d'opposition du plaignant. Et donc, dès lors qu'EDF a finalement collecté à nouveau les données de ce mineur, il a réitéré sa sollicitation commerciale, alors que si il avait été inscrit sur une liste d'opposition, eh bien, on aurait identifié que cette personne ne souhaitait pas recevoir de telles informations. Donc, il y a vraiment une procédure à suivre pour le droit d'opposition. Premier focus sur les deux. Oui. Alors, c'est compliqué de parler des droits à l'effacement et des droits à l'oubli en une dizaine de minutes. Alors, déjà 10-15 minutes, on va dire.
Mais donc, on va s'attarder un peu plus longuement sur ce droit à l'effacement, qualifié également de droit à l'oubli, entre guillemets, à l'article 17, dans le titre de l'article 17 du RGPD. Donc, c'est donc cet article 17 qui prévoit la possibilité pour la personne concernée d'obtenir carrément donc, l'effacement de données à caractère personnel qui sont traitées par un responsable de traitement, mais dans des cas limitativement énumérés par cet article. Ce sera essentiellement les cas où le traitement sera considéré comme étant illicite, où les données ne seront plus nécessaires au regard des finalités du traitement. C'est un point très important pour la suite. Quand la personne aura retiré son consentement, quand la personne exercera son droit d'opposition, ou s'il y a une obligation légale, bien évidemment, qu'on doit respecter. Et j'ai mis en gras le dernier point, parce que c'est le droit à l'oubli spécifique des mineurs. Et là, on peut parler déjà véritablement d'un droit à l'oubli, puisque le traitement aura été illicite au départ. C'est les traitements qui auront été réalisés sur base du consentement d'une personne qui était mineure au moment où elle a donné son consentement. Et par après, la personne pourra demander l'effacement des données qui ont été traitées dans ce cadre. Dans le cadre, alors il faut le préciser, dans le cadre de l'offre des services de la société de l'information, c'est donc effectivement au premier chef les réseaux sociaux. C'est bien la problématique essentielle des réseaux sociaux. L'article 17.3 prévoit quant à lui un certain nombre d'exceptions dans lesquelles le droit à l'effacement ne pourra pas s'appliquer, et notamment quand le traitement en cause est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information. Je vous ai mis 2 décisions récentes, l'une de la Cour de justice de l'Union européenne, l'autre de la CNIL, montrant des applications donc récentes du droit à l'effacement, la première dans le cas d'un retrait de consentement, et la seconde relative à la fameuse affaire Clearview, parce que Clearview a été condamnée par plusieurs autorités. C'est une société qui est spécialisée dans des systèmes de reconnaissance faciale et qui collectait, qui aspirait sur le net des images de personnes sans leur consentement. Donc là, la CNIL aura considéré qu'il n'y avait pas de base légale à ce traitement, parce qu'il n'y avait pas de consentement et qu'on ne pouvait certainement pas invoquer l'intérêt légitime du responsable de traitement au regard de l'intrusivité particulièrement forte pour les personnes concernées. Et donc, dans ce cas-là, la CNIL a considéré que l'effacement des données était de droit. Alors, on parle de droit à l'oubli, de droit à l'effacement, et on va également parler de droit au déréférencement. Et ces notions, parfois, qu'on regarde, qu'on lit, certains articles qu'on lit, il y a parfois des confusions et on ne sait pas trop exactement de quoi on parle précisément. Alors, on pourrait dire que le droit à l'oubli, c'est une notion générique, alors qui préexistait au RGPD, mais j'ai évidemment pas le temps d'entrer dans ce genre de détails. Mais donc, le droit à l'oubli va comporter à la fois le droit à l'effacement au sens strict, qu'on vient d'évoquer et qui est prévu à l'article 17, donc l'effacement des données à caractère personnel directement. Et il va comprendre également le droit au déréférencement, qui est une création prétorienne, qu'on qualifie parfois un peu improprement de droit à l'oubli numérique, parce qu'il ne s'agit que de l'une des composantes de ce fameux droit à l'oubli numérique, et qui a été initié par la Cour de justice de l'Union européenne, par son fameux arrêt Google Spain du 13 mai 2014. Alors, comme vous l'a dit ma consoeur en début d'intervention, on est très très frustrés, mais on ne peut pas du tout entrer dans le détail de tout cela, sinon on serait encore là cet après-midi, voire demain. Donc on va faire très vite et entrer juste dans les grandes lignes. Alors cet arrêt a été rendu en interprétation des dispositions de la directive 95/46 sur les données à caractère personnel, puisqu'évidemment elle est antérieure au RGPD, mais a été rendu pendant les discussions d'adoption du RGPD, donc a eu une importance. La Cour de justice donc a été saisie par des juridictions espagnoles. En gros, les questions portaient sur le fait de savoir quelles étaient les obligations qui incombaient aux exploitants de moteurs de recherche en matière de protection de données personnelles, en gros, pour simplifier. La Cour de justice, après avoir considéré que la directive s'appliquait territorialement, en considérant que Google Spain était un établissement au sens de la directive, va également dire que la directive s'applique matériellement à Google, ce qui n'était pas évident, parce que pour que la directive s'applique, il fallait que Google soit reconnu comme responsable de traitement, d'un traitement de données à caractère personnel, ce qui n'était pas évident. Et d'ailleurs, la Cour va statuer à l'encontre des conclusions de l'avocat général qui avait conclu que Google n'était pas un responsable de traitement. La Cour va considérer que l'activité d'un moteur de recherche qui consiste à trouver donc des informations qui sont publiées par ailleurs sur le net par des tiers, de les indexer de manière automatique, de les stocker temporairement et ensuite
de les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, selon le fameux algorithme de Google, va être qualifié de traitement. Et de traitement donné à caractère personnel s'il y a les informations référencées comportent de telles données, ce qui sera quand même très souvent le cas. Et que donc l'exploitant de moteur de recherche est bien responsable de ce traitement. La Cour va dire que l'activité des moteurs de recherche s'ajoute à celle des éditeurs des sites web sources sur lesquels on trouve les informations et est susceptible d'affecter significativement les droits des personnes du fait du rôle décisif des moteurs de recherche dans la diffusion globale des informations. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas le moteur de recherche, l'information, souvent, on ne va même pas la trouver. Et donc, il y a une forte ingérence de l'activité des moteurs de recherche sur les droits des personnes, même bien plus davantage que l'activité de l'éditeur du site source. La Cour va consacrer le droit pour la personne concernée de solliciter le retrait de ces données des résultats de recherche, donc en fait finalement à déréférencer les liens qui renvoient vers les articles dans lesquels on va trouver les informations litigieuses. Et c'est ça la nouveauté, même si le traitement était initialement licite et que les informations étaient exactes. En considérant qu'un traitement même initialement licite d'informations exactes pouvait ne plus l'être du fait de l'écoulement du temps, le fait que le temps passe, que les finalités pour lesquelles les données avaient été collectées et traitées au départ n'étaient plus pertinentes, les informations n'étaient ni adéquates ni pertinentes et apparaissaient excessives au jour où on statue sur la demande. La Cour va aller très loin en indiquant que les droits fondamentaux de la personne concernée, donc vie privée et respect des données personnelles, va prévaloir en principe sous l'intérêt économique du moteur de recherche, mais également sous l'intérêt du public, qui est également un droit fondamental, d'avoir accès à la dite information. Alors ce qui est très important, c'est qu'on parle du droit de déréférencement uniquement dans ce cas quand on fait des recherches à partir du nom et du prénom de la personne concernée. Donc c'est l'intérêt du public à avoir accès à l'information en faisant une recherche par le nom de la personne concernée. La balance penche en faveur de la vie privée des personnes, fortement, dans cet arrêt, mais la Cour dit qu'il y a quand même lieu de faire une appréciation au cas par cas, donc des données qui sont concernées, et de l'intérêt du public. On va parler d'intérêt prépondérant du public à avoir accès à l'information, donc par une recherche par le nom. Et comme il s'agit d'une recherche par le nom, ce qui va notamment être pris en considération, c'est la fonction et le rôle joué par la personne concernée dans la vie publique. Si c'est quelqu'un de connu, si c'est quelqu'un qui a un rôle de vie publique, le public, l'internaute aura un intérêt potentiellement plus prépondérant à avoir accès par une recherche par le nom. Le J29 avait émis des lignes directives auxquelles vous pouvez vous référer, qui sont très intéressantes et qui donnent des critères aux autorités pour apprécier la balance entre les différents droits. Suite à cet arrêt Google Spain, la Cour de justice a pris 2 autres arrêts importants le 24 septembre 2019. Ce sont des arrêts qui ont été rendus sur des questions préjudicielles qui ont été posées par le Conseil d'État français suite, dans le cas de litige qui opposait la CNIL à Google. Dans ces arrêts, la Cour de justice va confirmer le droit au déréférencement consacré par l'arrêt Google Spain et donner quelques précisions quant à son étendue. Les dispositions légales en cause étaient toujours les dispositions de la directive, mais la Cour va vraiment tenir compte des dispositions du RGPD, les articles du RGPD dans le cadre de son analyse, qui veut dire que l'analyse est faite au regard des deux réglementations. Il y a eu un premier arrêt qui portait sur la portée géographique du droit au déréférencement et qui va dire, contrairement à ce qu'avait estimé la CNIL au départ dans le cadre de la procédure, que le déréférencement est limité au territoire de l'Union européenne et que donc le moteur de recherche, donc en l'occurrence Google, s'il devait déréférencer, ne serait obligé de le faire que pour les extensions européennes, donc de l'Union européenne de son moteur de recherche, et pas pour les extensions à l'étranger. Bon, il faut quand même mettre en œuvre des moyens pour que l'internaute européen ne puisse pas accéder par les moyens détournés, c'est-à-dire en se connectant à une autre version du moteur de recherche, une version internationale, pour accéder aux informations, notamment par des dispositifs de géoblocage. Le deuxième arrêt concernait l'étendue substantielle du droit au déréférencement en présence de données sensibles, donc données sensibles au sens du RGPD, données de santé, données relatives à la vie sexuelle, vie religieuse, appartenance à un parti politique syndical ou catégorie particulière de données. Là, on parle des données d'infraction et relatives à des condamnations pénales. Donc, je vais parler globalement de données sensibles pour simplifier. L'arrêt va rappeler que Google est bien un responsable de traitement
et qu'en tant que responsable de traitement, il est soumis à toutes les dispositions de la réglementation relative au traitement de telles données sensibles. Pour faire simple et sans entrer dans le détail, le principe général, c'est que c'est un principe d'interdiction de traiter de ces données, sauf exception. Mais le principe, c'est l'interdiction. La question se posait dès lors de savoir est-ce qu'il faut un déréférencement automatique de la part de Google, puisque Google, du coup, ne serait pas autorisé à traiter de telles données, donc à référencer des liens qui renvoient vers de telles données qui sont donc initialement présentes sur le site source. La Cour de justice va viser expressément l'article 17 du RGPD comme fondement textuel du droit au déréférencement. Il va viser tous les cas que j'ai déjà énumérés de l'article 17 dans lesquels le droit à l'effacement va pouvoir s'appliquer, notamment le 17.1a, donc si les données n'apparaissent plus adéquates par l'écoulement du temps, ce qu'on a déjà évoqué, et va également se référer expressément à l'article 17.3 en relevant que le RGPD consacrait le droit à la liberté d'information comme une exception formelle au droit à l'effacement. Et donc la Cour relève qu'il y a une consécration explicite de nécessaire mise en balance entre la gravité de l'ingérence pour les droits fondamentaux de la personne concernée, droit à la vie privée et protection de données personnelles, et le droit fondamental à la liberté d'information de l'internaute. Donc quelque part, par rapport à l'arrêt Google Spain, il y a une nuance quelque peu où il y a vraiment une consécration de la mise en balance quand même entre les différents droits fondamentaux, ce qu'on avait relevé au début de l'intervention et qui est prévu donc, au considérant 4 du RGPD. Donc la Cour va préciser que c'est dans ce cadre de nécessaire mise en balance des différents et de l'ensemble des droits fondamentaux qu'il va falloir apprécier dans quelles conditions le moteur de recherche sera obligé de faire droit à une demande de déréférencement donc dans le cadre de données sensibles. Donc la Cour va se référer aux différentes exceptions qui sont à l'article 9 du RGPD qui permettent de traiter les données sensibles. Donc je n'entre pas dans le détail malheureusement, mais retenons ici simplement qu'en tout état de cause, la Cour se réfère à l'exception de l'article 9.2g, qui est celle qui dit que le traitement de données sensibles va être possible s'il est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants. Et ici, le motif d'intérêt public important, ça va être le droit fondamental et la liberté d'information. Donc, il va falloir, dans ce cadre, le moteur de recherche va devoir apprécier si l'inclusion du lien, donc le maintien du lien de référencement qui renvoie vers les données sensibles, est strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information de l'internaute. Si tel n'est pas le cas, s'il n'est pas strictement nécessaire, il devra déréférencer. Le strictement nécessaire, c'est notamment s'il y a d'autres moyens d'accéder à l'information par une recherche, par un autre mot-clé que le nom. À ce moment-là, il ne sera pas strictement nécessaire de laisser le lien qui permet d'accéder à l'information par la recherche, par le nom de la personne concernée. La Cour précise enfin que même s'il n'y a pas de déréférencement, donc si la mise en balance arrive à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de déréférencer, le moteur de recherche doit aménager la liste des résultats. Alors là, on parle du cas de données d'infraction de condamnation pénale, doit aménager la liste des résultats pour que le résultat le plus récent, pour que la liste soit à jour. C'est-à-dire que s'il y a une condamnation suivie d'un acquittement, il faut que l'acquittement apparaisse en tête des listes, il ne faut pas qu'on voit la condamnation, il faut que ce soit l'acquittement. Là, je suis très rapide. Je vous ai mis un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 qui a été rendu peu après les deux arrêts de la Cour de justice qui applique la jurisprudence de la Cour de justice. En fait, dans ce cas-là, c'était un expert comptable commissaire aux comptes qui avait été condamné pour escroquerie à l'administration fiscale commise dans la sphère privée. Donc, il avait voulu faire déréférencer. La Cour d'appel avait dit non, les internautes ont un intérêt à avoir accès à l'information par le nom parce qu'il s'agit d'une profession réglementée. En plus, ils donnent des conseils fiscaux à ses clients, donc bon, il y a quand même un intérêt. Et la Cour de cassation va casser parce que la Cour d'appel n'a pas appliqué les critères spécifiques qu'on doit appliquer sur le fait que le lien soit strictement nécessaire. Parce qu'on est dans le cas de données sensibles, données de condamnation pénale, données particulières. Alors, je ne sais pas trop, non, quand j'arrive là, j'ai déjà bien avancé. Donc là, évidemment, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de tout ce que je vous ai mis sur la slide.
Je voulais faire en fait un petit parallèle de décision entre le droit au déréférencement et le droit à l'effacement, au sens strict. Donc, vous irez voir, parce que c'est très intéressant, vraiment, les 13 arrêts du Conseil d'État, que le Conseil d'État a rendus le 6 décembre 2019, suite aux arrêts qui avaient statué sur les questions préjudicielles de la Cour de justice. Le Conseil d'État va appliquer la jurisprudence de la CJUE. Donc, il y avait différentes données en cause, des condamnations pénales, des données sensibles, des données personnelles non sensibles. Il va dégager essentiellement 3 grandes catégories de critères à prendre en considération dans le cadre de la mise en balance des droits fondamentaux de la personne concernée avec l'intérêt du public à avoir accès à l'information, les caractéristiques données personnelles en cause, le contenu, la date de mise en ligne du site source, de l'information source, la notoriété et la fonction de la personne concernée dans la vie publique et les conditions d'accès à l'information, et donc toujours le fait que si le public peut y accéder par d'autres biais, par une autre recherche. Il y a un arrêt très récent de la CJUE, j'ai à peine le temps de l'évoquer, donc du 8 décembre 2022, qui continue donc, dans la lignée des arrêts rendus dans le cadre de demandes de référencement. Il s'agissait là de savoir comment on allait gérer cette demande quand le contenu était inexact. La Cour va dire qu'il appartient à la personne concernée d'établir que le contenu est manifestement inexact, avec des moyens de preuve raisonnablement admissibles. En particulier, il n'y a pas besoin déjà d'avoir fait une action judiciaire contre l'éditeur du site source, ni même en référé. Donc, il n'y a pas besoin de décision pour dire que le contenu est manifestement inexact. Et si cette preuve est rapportée, il faudra déréférencer. Cela participe de la lutte contre la désinformation. Enfin, concernant le droit à l'effacement, pour faire le parallèle, de manière, je dirais, traditionnelle, générale, les juridictions françaises, par rapport au droit à l'effacement, donc là, c'est qu'on va demander directement à l'éditeur du site l'effacement sur le site source d'éléments d'un article. En général, les juridictions font prévaloir la liberté de la presse, la liberté d'expression sur les droits relatifs aux données à caractère personnel. Et là, vous irez voir les décisions si cela vous intéresse. Il y a une décision de la Cour de cassation, donc sur le fondement de droit d'opposition, une demande de suppression de nom et prénom d'un article. Donc c'est un article sur une condamnation, sur un blâme des autorités de marché financier. Et la Cour fait prévoir la liberté d'expression, d'autant plus que l'information, les faits étaient exacts et pas inexacts. Le TJ de Paris, je dirai un mot après sur la Cour européenne des droits de l'homme. Le TJ de Paris, dans une décision récente post-RGPD, fait également prévaloir le droit à la liberté d'expression, alors qu'il y avait été invoqué les droits à l'effacement et d'opposition par la personne concernée. Et enfin, il y a, et ça a déjà évoqué en début de séance, le lien entre les décisions et les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union. Il y a eu cet arrêt de juin 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'était la première fois que la Cour était saisie d'une demande provenant d'un journal qui avait subi une mesure, en l'occurrence d'anonymisation, qui limitait sa liberté d'expression. Parce qu'en général, c'est l'inverse. C'est la personne dont le droit de la demande d'effacement n'aboutit pas qui saisit la Cour. Là, c'était la première fois que c'était l'inverse. Et c'était une juridiction belge qui avait octroyé l'anonymisation. Ça aurait été peu probable que ça soit arrivé en France, puisque en France, les juridictions, a priori, font prévoir la liberté d'expression. La Cour va suivre la juridiction belge et va dire qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. Alors, à noter qu'il y avait l'opinion décidente d'un juge, du juge Pavli de la Cour, qui lui avait relevé qu'une mesure de désindexation de l'information, conformément, et là il y a le lien, parce que l'arrêt parle, le lien avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, aurait suffi, aurait porté une moindre atteinte à la liberté d'expression que l'anonymisation de l'article sur le site source. Et donc je conclus que les demandes adressées aux moteurs de recherche donc, ont davantage de chances d'aboutir parce qu'elles vont être appréciées différemment puisqu'on va considérer qu'il y a une moindre atteinte à la liberté d'expression, même si dans les arrêts de 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a expressément dit que les moteurs de recherche participaient aussi à la liberté d'expression du fait de la très large diffusion des informations. Mais ce sera plus facile d'obtenir un déréférencement auprès d'un moteur de recherche ou in fine auprès des instances, parce que Google ne répond pas toujours favorablement, évidemment, que d'agir directement auprès du site source, où il y aura probablement une plus grande atteinte à la liberté d'expression, puisqu'on va censurer quelque part la liberté de la presse.
toutes ces questions à suivre, notamment la question de savoir si le droit au déréférencement ne devrait pas ou ne pourrait pas s'appliquer par rapport à des recherches qui seraient faites avec d'autres mots-clés que le nom, par exemple le pseudonyme, notamment si le pseudonyme est connu, ou d'autres données qui seraient plus indirectement différenciantes. Voilà, alors j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais ça a été rapide. Non, c'est pas terminé. Désolée. On en termine rapidement. C'est vrai que ça a été long sur ce focus, mais sur le deuxième focus qui est important également, sur le consentement, j'essaierai d'être rapide. Donc en fait, le consentement, c'est pas un droit en tant que tel. Néanmoins, on a voulu faire un focus dessus parce qu'on estime que le consentement... Alors, on a le droit de retirer son consentement, pour le coup, mais surtout, le consentement, il est sous-jacent à tous les droits. Et donc, il a une place centrale et dans les droits des personnes et plus largement au sein du RGPD. Il est consacré en tant que base légale, donc on en a 6. Moi, j'aime à dire qu'en réalité, on a 5 bases légales et que si on n'arrive pas à se fonder sur l'une de ces 5 bases, eh bien, on a le consentement en 6e base légale auquel on peut avoir recours pour réaliser son traitement. Il doit répondre à un certain nombre de critères. Donc libre, spécifique, éclairé, univoque, on vous les a déjà détaillés. Je reviens juste rapidement sur le caractère libre du consentement parce qu'en fait, la personne doit consentir sans être influencée. Et elle ne doit pas sentir finalement qu'en cas de refus, elle pourrait avoir des conséquences négatives par la suite. On retrouve cette application notamment lorsqu'il y a un lien hiérarchique entre le responsable de traitement et la personne concernée. C'est pour ça qu'on n'aime pas fonder les traitements. Il est vivement déconseillé de fonder des traitements en matière RH sur le consentement parce qu'en fait, il est biaisé et il pourrait être remis en cause et par là, le traitement aussi. On a un arrêt de la CNIL du 19 décembre 2022 qui condamne Microsoft à 60 millions parce qu'elle n'a pas offert de mécanisme aux utilisateurs qui permettait de refuser les cookies aussi facilement qu'ils permettaient de les accepter. Donc là encore, finalement, on avait un caractère biaisé du consentement. Il y a un arrêt vraiment phare sur lequel il faut qu'on s'attarde, c'est la condamnation de Meta le 31 décembre 2022, donc très récent, par l'autorité de contrôle irlandaise. Cet arrêt, il est intéressant à 2 titres. Premièrement, c'est qu'il a été adopté par cette autorité de contrôle irlandaise, donc l'équivalent de notre CNIL, sous la contrainte, parce que en fait, c'est le CEPD qui a demandé à cette autorité de contrôle de changer sa décision. Alors, évidemment, elle entendait quand même condamner Meta, mais qui l'a contrainte à être beaucoup plus sévère envers Meta. Et donc, c'est vrai que c'est la première fois finalement que le CEPD, et ça lui a été reproché d'ailleurs, sort un petit peu de son rôle et de ses prérogatives et outrepasse presque ses pouvoirs en contraignant une autorité de contrôle dans sa décision. Et donc, on a une sanction qui est énorme, qui est de 390 millions, à la fois pour Facebook et pour Instagram. Donc, en fait, il était reproché à Meta de ne pas recueillir le consentement des personnes concernées pour leur adresser des sollicitations commerciales. En réalité, Meta n'offrait pas la possibilité donc, de consentir spécifiquement aux sollicitations commerciales, mais simplement intégrait les sollicitations commerciales dans l'acceptation globale de ces conditions générales d'utilisation de ces plateformes. Et donc, on avait une absence de base légale et de transparence du traitement. Et dès lors, alors Meta a invoqué la nécessité contractuelle de recueillir ces données en expliquant qu'elle avait besoin de ces données pour faire fonctionner son service. Évidemment, on lui a expliqué qu'absolument pas. Et donc, la CEPD l'a contraint, l'autorité de contrôle l'a condamné, mais la CEPD, dans sa décision qui visait à contraindre l'autorité de contrôle, a indiqué que la base légale du traitement était inappropriée. Donc, on ne pouvait pas se fonder sur l'exécution contractuelle, mais ça devait être fondé sur le consentement, et que le traitement de ces données ne constituait pas un élément central du service. La Meta dispose de 3 mois, ce qui est très court pour se mettre en conformité. Et pour continuer, la même autorité de contrôle, à peine un mois plus tard, le 18 janvier, condamne à nouveau Meta, cette fois pour WhatsApp, à se mettre en conformité à peu près pour les mêmes raisons. Elle ne sollicitait pas globalement le consentement pour de la sollicitation commerciale et cette fois, elle dispose de 6 mois pour se mettre en conformité.
Donc, rapidement, le consentement préexistait. Simplement, il est renforcé au sein du RGPD, puisque désormais, on a un droit au retrait. À tout moment, on peut retirer son consentement. Et le responsable de traitement doit conserver la preuve de ce consentement. Et on a des condamnations en ce sens, en ce que le responsable de traitement n'avait pas suffisamment démontré comment il recueillait le consentement, donc les modalités de recueil et le recueil du consentement. Et on a notamment la société Enedis en 2020 qui est condamnée à ce titre. Le consentement se retrouve dans des situations particulières. On en a parlé tout à l'heure, les cookies, mais il se rencontre pour les traitements qui portent sur des données de mineurs. Dans ce cas-là, pour tous les services du numérique, alors on parle dans les textes de la société de l'information, mais globalement, ce sont tous les services du numérique. Dans ce cas-là, lorsqu'un traitement est fondé sur le recueil du consentement et qu'on est en présence d'un enfant, on devra recueillir en plus de son consentement celui du titulaire de l'autorité parentale. Et donc le RGPD permet aux États membres de faire varier l'âge finalement de la notion d'enfant entre 13 et 16 ans. La France a choisi de fixer cet âge à 15 ans. Donc on estime qu'au-delà, on a une certaine maturité. Alors c'était pas maturité, mais une maturité numérique, voilà, qui s'instaure. Le consentement explicite, il doit être recueilli en matière de données sensibles. On l'a vu tout à l'heure, on a un principe d'interdiction de traitement de ces données, sauf les cas d'exception listés au même article, donc l'article 9 du RGPD. Et parmi ces cas d'exception, le consentement. La particularité de ce consentement, c'est qu'il doit être explicite. Donc, on doit le recueillir vraiment de manière claire, soit sous forme d'une case à cocher, mais on préfère effectivement une déclaration écrite ou éventuellement un retour écrit de la personne concernée quant au traitement de ces données. Un focus sur la prospection commerciale, puisque le consentement est la pierre angulaire de la prospection commerciale. On distingue le B2B et le B2C. S'agissant donc du B2C, donc envers les consommateurs, on ne peut effectuer des sollicitations commerciales par voie électronique parce que les voies postales et téléphoniques, c'est une autre législation qui s'applique, mais on va dire qu'aujourd'hui, on est dans une ère numérique et que la majorité des sollicitations se font par voie électronique. Dans ce cas-là, pour donc démarcher des consommateurs, on devra nécessairement recueillir préalablement leur consentement. Sauf si la personne est déjà cliente. Attention, la notion de cliente est importante. Le simple fait d'avoir créé un compte client ne suffit pas à être considéré comme client. Il faut un acte d'achat. Et on peut se passer également de ce consentement, donc si on démarche des clients uniquement pour des produits et services similaires à ceux qui avaient été acquis par ce client envers la même entreprise. Et évidemment, on n'est pas soumis au recueil du consentement pour des sollicitations qui ne seraient pas de nature commerciale, par exemple, qui seraient de nature caritative. En B2B, c'est différent. On n'a pas la nécessité de recueillir le consentement. Néanmoins, on doit toujours informer la personne de la possibilité de s'opposer à recevoir ces informations. La sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne qui est démarchée. Là, on a deux actualités. Donc, on a Apple qui a été condamné pour défaut de recueil du consentement des utilisateurs de l'iPhone pour de la sollicitation commerciale. Donc là, on était en B2C. Et on a également TikTok, pour les mêmes raisons, qui est condamné à 5 millions par la CNIL. Dès lors, et j'en conclurai par là, on a deux types de consentement. Ça se traduit par deux régimes, l'opt-in et l'opt-out. Vous entendrez certainement ces termes très souvent. Donc l'opt-in, finalement, c'est le recueil express du consentement, une case à cocher, en d'autres termes, lorsqu'on n'a pas le choix pour le B2C. Et l'opt-out, c'est on offre la possibilité à la personne de s'y opposer. Donc ça va être le cas en B2B. Voilà. Et en conclusion, je dirais que on a vu au travers donc de l'ensemble de ces jurisprudences et notamment avec celle toute fraîchement parue, d'hier de la CEDH, que les instances européennes finalement se saisissent et prennent à bras le corps la défense des droits des personnes et elles condamnent tant des instances étatiques que des GAFA.
Et effectivement, ça peut être un reproche de ne condamner que les GAFA, mais finalement, je pense qu'il faut avant tout s'attaquer à la source, montrer l'exemple pour ensuite, pouvoir dérouler notre magnifique texte européen. Merci. On laisse peut-être la place. Pardon ? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que là, on peut peut-être poser des questions. Si il y avait quelques questions. Eh bien, oui. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que j'assure le droit à l'information de la personne concernée si je collecte des datas par l'intermédiaire d'un call center? Est-ce que vous pouvez répéter votre question dans le micro, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je voulais savoir comment est-ce qu'on assurait le droit à l'information des personnes concernées quand on collectait ces données personnelles à des fins de prospection commerciale via un call center. Là, on est dans le cadre de la prospection par téléphone. Et là, on doit effectivement lui offrir... Alors, elle a moins de droits qu'effectivement la prospection numérique, mais on doit effectivement prendre en compte son droit d'opposition. C'était le cas pour EDF, et du coup, on doit soit renvoyer. Vous avez un petit... Avant d'être en ligne, en fait, on vous indique que vous pouvez accéder à certains droits en vous renvoyant à une politique sur un site ou en demandant effectivement à se les voir exposés. Et comment on documente le consentement de la personne? Comment on peut le documenter? Il faut prouver que ça a été délivré. Il y a des conversations qui sont enregistrées un certain temps, mais le problème, après, c'est la durée de conservation. C'est que vous pouvez pas les conserver au-delà de cette durée. Et j'ai une autre super question pour vous. Si j'achète de la base de données Opt-in Partner, c'est-à-dire les gens ont donné leur accord pour l'utilisation de leurs données à des fins de prospection commerciale, je fais donc de la collecte indirecte. Est-ce que matériellement, je dois assurer l'information des personnes dans le cadre de cette collecte indirecte? Si j'achète une base de données avec 200 000 adresses mail, des numéros de téléphone, est-ce que matériellement, parce que je sais que c'est une des exceptions, on considère que je suis obligé de faire cette information du droit des personnes concernées? Oui, mais moi je vois une autre problématique. La première, c'est est-ce que ces personnes, elles ont consenti à ce que leurs données soient transmises? Donc il faut vous assurer de la légalité de cette base de données, parce qu'en fait, on ne peut solliciter des personnes que lorsqu'elles ont accepté de recevoir des sollicitations commerciales de tiers auprès du responsable de traitement initial. Et par contre, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, du premier contact, vous devez effectivement mentionner comment vous avez obtenu ces informations et vous présenter et leur offrir la possibilité de s'opposer à ce démarchage. D'accord, merci. Voilà.